Salut la team et bienvenue dans ce week-end en NFL. Et si vous nous suivez sur YouTube, si vous avez cette chance, j'ai envie de dire, vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà reconnu. Comment ça va, Renaud? Salut, ça va bien toi-même? Ça va. Cette fois-ci, pas une grosse présentation plein d'artifice. On fait ça un peu pour ces On finales de fait ça. conférence. Justement, pour ces finales de conférence, on va rester encore en mode classique, mais promis, lors de la preview du Super Bowl, on vous réserve un format un peu différent que certains peut-être connaissent si vous suivez la chaîne depuis au moins un an. Et d'ailleurs, avant de se jeter directement dans la preview, Renaud, j'aimerais que tu me donnes un peu tes impressions sur le Divisional Round. Est-ce que tu as été satisfait, pas satisfait, beau week-end ou... Ouais, moi j'ai l'impression qu'on a eu peut-être un meilleur week-end que la semaine dernière. Bon, on avait quelques équipes à tasser du chemin, c'est sûr et certain, mais la majorité des matchs ont été bons. Les Packers à San Francisco, ça s'est réglé à 1 minute de la fin. Les Lions et les Buccaneers, ça s'est réglé sur la dernière séquence également. Si on passe à Bills, Chiefs, bon, immédiatement, c'est devenu un classique selon moi. Ça a été un excellent match aussi. Donc, on a 3 des 4 matchs là, qui vraiment ont été bons. Bon, le match Houston contre Baltimore nous a peut-être moins tenu en haleine, mais même là, à la mi-temps, c'était 10-10. Donc, il y avait des raisons, là, toutes les raisons d'écouter ce match-là également. Donc, non, je pense qu'on a eu un bon week-end, 4 bons matchs, 3 excellents matchs, même, j'ai envie de dire. Et ça s'annonce bien pour ce week-end parce que je pense qu'on va avoir 2 très, très bons matchs aussi là, en fin de semaine. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu as une des équipes qui t'a surprise pour leur qualification ou est-ce que la logique a été globalement respectée? Je pense que globalement, la logique a été respectée. Ben, écoute, est-ce qu'il y a une équipe qui m'a impressionné? Les Packers, ils sont éliminés, mais malheureusement, mais quand même, je pense qu'ils ont fait le nécessaire pour passer à un autre niveau pour donner espoir aux partisans en vue de la prochaine saison. Parce que rappelle-toi, là, jusqu'à il y a quelques semaines à la fin de la saison régulière, on se disait, bon, les Packers, là, ça a été une saison difficile. Il y avait eu un petit moment là, de quoi 2-3 semaines où Jordan Love a joué vraiment au-dessus de sa tête, puis où il était vraiment bon. Puis là, on dirait que ça retombait après. Bon, on a fini en force pour se qualifier. De quoi est-ce que ça va avoir l'air? Puis là, c'est vraiment malheureux que l'équipe ait perdu, qu'elle soit éliminée parce qu'elle elle a bien joué contre les 49ers. Elle a montré, du moins, que les 49ers ne sont pas imbattables. Et ça va peut-être influencer beaucoup de gens dans leurs prédictions ce week-end. Mais somme toute, je pense que l'avenir est assez rose plus que jaune à Green Bay. On va être confiant. Puis on parlait de contrat, de prolongation de contrat là, pour Jordan Love déjà là, dès l'élimination des Packers. Ça semble être le projet là, de le signer à long terme du côté de Green Bay. C'est vrai que c'est dingue de se dire qu'il va déjà avoir un contrat alors que en fait, c'est vrai que ça fait quoi? Ça fait 4 ans qu'il est déjà dans la ligue, mais c'est vrai qu'il a joué vraiment qu'une saison, quoi, donc ça c'est vrai que quand on se dit ça, ça fait toujours un peu bizarre, quoi. Exact. En même temps, l'organisation, il n'y a aucune organisation qui le connaît mieux que les Packers. C'est-à-dire que pour nous, il est là depuis 4 ans, mais il joue depuis un an, mais eux le voient à l'entraînement, le voient tous les jours là, depuis ces 4 années-là. Donc, j'ose croire qu'ils savent ce qu'ils font. Mais c'est la méthode Packers. Hein? On est patient avec nos carrières avant de leur offrir la chance d'aller sur le terrain, tout simplement. Et une fois qu'on a vu le succès, ben, on paie. Et visiblement, ça porte ses fruits à chaque fois puisque c'est la même Ouais, recette depuis les années 90 et il y a eu très peu de quarterbacks qui sont passés mine de rien, quoi, hein. exact. Exact. OK, écoutez, on en profite un peu vu qu'il y a que 2 matchs à faire la preview, donc on discutait un peu avant. Maintenant, c'est parti, on passe à la preview. Et cette semaine, plus de matchs samedi non plus. Le programme sera très clairement très simple. On commencera dans le Maryland à 15h heure du Québec et à 21h chez nous pour la finale AFC entre les Ravens numéro 1 et les Chiefs numéro 3. D'ailleurs, vous pourrez suivre les 2 rencontres avec nous sur la chaîne YouTube. Je vous apprends rien. Renaud, est-ce que l'on n'a pas sur le papier peut-être le match le plus incertain des 2, sans faire bien sûr injure aux Mhm. 49ers ou aux Lions notamment, quoi? Ouais, non, t'as raison. Je pense qu'on a le match de la semaine devant nous ici. On va se dire, on a 2 gros matchs de la semaine. Mais Ravens contre Chiefs. Rappelle-toi, parce que là, la rivalité entre les Bills et les Chiefs, elle est plus à présenter. On la connaît. La rivalité entre les Bengals et les Chiefs aussi, qui se sont croisés quelques fois au cours des éliminatoires avec Joe Burrow, on la connaît.
Mais la rivalité entre les Chiefs et les Ravens est la plus vieille des trois. Rappelle-toi, au début, quand Patrick Mahomes a gagné son trophée de MVP, l'année suivante, c'est Lamar Jackson. Les Ravens incapables de battre les Chiefs pendant plusieurs années. Mais on dirait qu'on n'a pas eu ce fameux rendez-vous, le tard en éliminatoire, pour, on dirait, convaincre tout le monde. Et là, finale de conférence, ben, ça ne pourra pas aller plus haut que ça là, hein, pour Lamar Jackson contre Patrick Mahomes. Assurément, on va se rappeler de ce match-là à la suite de la victoire pour la rivalité un contre un des deux corps arrière, ça c'est sûr et certain. Ceci étant dit, la semaine dernière, si je ne me trompe pas, Josh Allen des Bills a complété 2 passes qui ont voyagé là, plus de 5 verges au-delà de la ligne de mêlée, dans les airs, je parle. Pas une fois que le ballon a été attrapé, mais vraiment dans les airs, 2 dans tout le match, ce qui est vraiment peu. Et ce qui est peu inspirant pour les Ravens également pour 2 raisons. De 1, si les Ravens se mettent à tirer de l'arrière et qu'ils n'ont pas le choix de passer le ballon, ça c'est de 1. Et de 2, on pourra vanter autant les mérites de Lamar Jackson avec raison. Il s'est beaucoup amélioré comme passeur depuis son année recrue. Cette année, ça a été sa meilleure saison en carrière pour passer le ballon. Mais quand même, si on rend passer le ballon comme étant la seule option chez les Ravens, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de viable pour leur attaque. Surtout qu'on sait que la défense des Chiefs, le squad de DB, si tu veux, les demi-défensifs, sont extrêmement agressifs. Ils ont connu une excellente saison, évidemment. Donc, à ce niveau-là, moi, on dirait que ça m'effraie un peu pour les Ravens. Ça, c'est si on n'est surtout pas capable d'installer le jeu au sol. Si les Chiefs, rapidement dans le match, sont capables de contenir les gains au sol de Lamar Jackson, l'empêcher de se sauver, qu'on met un espion sur lui du début à la fin du match, j'ai l'impression que les Chiefs là, pourraient, grâce à leur défense, sortir de ce match-là. Ceci étant dit, je regarde du côté des Ravens, puis on a eu une saison extrêmement impressionnante. Ce que la défense des Ravens a fait à l'attaque des Texans la semaine dernière, c'était pratiquement criminel. L'attaque des Texans n'a rien fait du match. Oui, ils ont fini le match avec 10 points, mais ils ont été blanchis en deuxième demi, ça c'est de 1. Et de 2, ben, le seul touché des Texans, c'était un retour de bottée de dégagement, donc même pas de touché offensif pour Houston. Donc la défense des Ravens qui a été très efficace, et on l'a vu, l'atmosphère à Baltimore était extrêmement intimidante. Si je ne me trompe pas, il y a eu 7 pénalités des Texans avant de la levée du ballon. À un certain point dans le match, on était rendu à 7. La première demi a été catastrophique. À ce niveau-là, les joueurs de ligne à l'attaque bougeaient trop vite. Puis on a vu pour Houston, une équipe qui peut-être manque d'expérience, on a vu la différence entre un match éliminatoire à domicile et sur la route. Sur la route, ça a été beaucoup plus difficile à gérer. Ça, c'est l'atmosphère qu'on a à Baltimore. Je sais que Patrick Mahomes et les Chiefs, ils ont beaucoup plus d'expérience au niveau éliminatoire. Mais on l'a dit, la semaine dernière, c'était le premier match de Patrick Mahomes sur la route en éliminatoire. Ça n'a pas trop paru. Il a bien paru. J'ai hâte de voir dans l'atmosphère de Baltimore de quoi est-ce que ça va avoir. Justement, comme tu le soulignes bien, moi je me demande si on va peut-être pas avoir justement plus un duel défensif déjà qu'offensif, parce que clairement sur le papier, on a 2 des meilleures défenses, de la saison. Ouais. Donc clairement, déjà sur le papier, je m'attends et que les Chiefs sont pas forcément ultra brillants en termes de points marqués. Je me dis que je serais pas surpris que le score n'aille pas au-delà de peut-être de 25 points de part et d'autre, hein. Je suis d'accord. Je pense qu'on se situe à peu près là dans le score. Le gagnant qui va marquer quelque part entre 20 et 25 points. Puis le perdant ne sera pas très très loin non plus. Là. Je suis assez convaincu qu'on va avoir un match. J'espère qu'on va avoir un match qui se termine à l'intérieur de la pause obligatoire des 2 minutes, qu'on ait un touché d'un côté ou de l'autre, là, peu importe, mais un touché à l'intérieur des 2 minutes qui vient régler le match. Je pense qu'on va être bien servi par ce match-là. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de scénarios où on est déçu. J'espère. Par contre, justement, les 2 défenses, bon, on l'a dit, sont super fortes. Par contre, ils ont tout de même un point faible, c'est à peu près le même des 2 côtés et qui pourrait d'ailleurs être un des éléments importants, selon moi, c'est le jeu contre la course. Mmh. Le jeu contre la course, autant côté Chiefs, autant côté Chi voilà, je vais y arriver. Ils sont classés tous les 2, alors que je m'en rappelle bien, c'était tous les 2 au-delà de la dou je crois que c'était 15e et 18e place. Donc autant côté Chiefs, si tu as pas Pacheco qui se réveille, qui fait un gros match, ça peut passer à ce niveau-là. Autant côté Ravens, tu as quand même un duo de coureurs. Tu as bien sûr Lamar Jackson et tu as Gus Edwards aussi qui est là et qui est capable de faire du yards. Le marteau, là, ouais. Ouais, donc ça risque Ouais, de faire et qui est beaucoup un arrêter.
Ouais, exact. Puis Gus Edwards, c'est un porteur extrêmement physique. C'est peut-être pas le gars qui va aller chercher, en termes de quantité, le plus grand nombre de verges dans la saison. Bon, de un, c'est parce qu'il sépare son travail avec déjà plusieurs porteurs de ballon qui, là, présentement, certains sont blessés. Keaton Mitchell, J.K. Dobbins qui s'est blessé au début de l'année, évidemment. Et Lamar Jackson, le plus important de tous, qui est allé chercher 100 verges au sol la semaine dernière contre les Texans de Houston, qui a participé à 4 touchés, mais dont 2 qu'il a lui-même marqué au sol, Lamar Jackson. Donc, écoute, c'est facile d'arriver et de te dire il va falloir que les Chiefs contiennent Lamar Jackson au sol, mais ça, c'est la mission d'à peu près toutes les équipes qui l'affrontent dans une saison ou qui vont l'affronter au cours de sa carrière. Donc, on n'a pas à réinventer la roue ici. Là. C'est vraiment là où il va falloir se concentrer du côté de Kansas City. Si on limite Lamar Jackson en tant que tel au sol, déjà, on vient de couper une jambe, là, si tu veux, à l'attaque des Ravens, puis même aux Ravens au grand complet. Tandis que de l'autre côté, mais on l'a vu, hein, cette saison, ça n'a pas été aussi spectaculaire que l'an dernier, disons, au niveau de Zaya Pacheco. Mais le fait qu'on ait des difficultés par la passe du côté des Chiefs, automatiquement rend le jeu au sol moins efficace. Ceci étant dit, il y a certains matchs où Pacheco, justement, a connu de bonnes rencontres. Il y a même des matchs qu'ils ont gagnés grâce à lui. Je pense que la semaine dernière, on peut notamment là, dire qu'il a fait certains gros jeux à gauche ou à droite contre les Bills qui sont allés chercher des premiers essais importants et qui ont aidé grandement à la victoire des Chiefs. Présentement, son apport est impératif. Si Pacheco produit, les Chiefs gagnent. Si Pacheco ne produit pas, les Chiefs ont de la difficulté. Et c'est ça depuis pas mal le début de la saison. Donc, je suis curieux de voir comment est-ce que ça va sortir dans ce match-là. Laquelle des deux équipes va réussir à imposer plus rapidement son jeu au sol. Mais c'est sûr et certain, s'il y a une des équipes qui est incapable de bouger le ballon au sol dans ce match-là, elle va avoir beaucoup de difficultés, peu importe laquelle. Ouais. D'ailleurs, tiens, petite stat intéressante, que ça soit coureur comme receveur, aucune des 2 franchises n'a un joueur ayant atteint les milliards cette saison. Hmm. Autant tu Kelce et Richie Rice qui sont à 900 yards, mais autant à Baltimore, tu as, Zay Flowers à 800. Donc en fait, aucun joueur n'est à milliards et c'est quand même assez surprenant quand il pense comme ça. Alors autant Kelce, OK, c'est un tight end, d'accord, mais quand tu vois, il y a aucun joueur vraiment qui a dépassé les 1000. Ça me fait un Ouais. peu bizarre quand même de dire ça, quoi. Dans le cas de Kelsey, il visait quoi, une 7e saison consécutive avec 1000 verges. Bon, il n'a pas obtenu cette année, c'était un peu plus lent. Par contre, il y a quelque chose à retenir dans le cas de Kelsey, puis ça, c'est important. Je regarde la semaine dernière le match Buffalo contre les Chiefs. Bon, on s'entend, Stefan Diggs a eu une deuxième moitié de saison, même je te dirais, à partir du tiers de la saison, c'est devenu extrêmement difficile. Dans les 10 derniers matchs, éliminatoires inclus, il y a quoi, 3 fois que Stefan Diggs a surpassé la barre des 50 verges seulement, Mmh. jamais rejoint la barre des 100 verges. Mais dans un match éliminatoire, je m'attendais quand même à le voir sortir en force. Qu'est-ce qu'on a vu dès le début? Les Chiefs sont allés le geler en partant. Il s'est fait frapper par Justin Reed. Ça lui a fait mal. Plus tard dans le match, en deuxième demi, au troisième quart, Justin Reed l'a encore frappé fort, Stefan Diggs. Puis on l'a vu, ça l'a complètement sorti de son match. Il a échappé des ballons qui auraient pu faire la différence dans ce match-là. Et on regarde de l'autre côté, quand les Chiefs étaient en attaque, ça n'a pas été la meilleure saison de Travis Kelce, mais ça a été qui le meilleur receveur des Chiefs dans ce match-là? Ça a été Travis Kelce. Il a marqué 2 touchés. C'est lui qui a eu le plus de réceptions pour l'équipe, je pense avec 5. Donc, à ce niveau-là, je suis assez rassuré au sens où, quand maintenant les matchs comptent, quand c'est des matchs extrêmement importants, le bon vieux Travis est encore en pleine forme. Ouais, c'est clair, justement. Tu parles de vieux et c'est vrai que en termes d'expérience, les Chiefs sont clairement avantagés là-dessus. Expérience normale pour tous les joueurs, expérience pour les quarterbacks. Alors Lamar a beau avoir eu une bonne saison, justement en termes d'expérience, les gros moments, c'est dur d'égaler, un Patrick Mahomes. Donc ça déjà, ça risque peut-être de pêcher de leur côté. Hem Par contre, tu vois, côté Rams, ils vont devoir franchement être à pour battre les Chiefs, selon moi, ils vont devoir vraiment être à 100, enfin, des 2 côtés, de toute façon, il va falloir jouer à 100 quoi. Mhm. Comme tu disais, le jeu au sol et tout va être important. Les Ravens, il va falloir qu'ils leur rentrent dedans directement et qu'ils leur fassent mal le plus tôt Oui, possible et surtout ne pas lâcher parce que tu laisses la moindre occasion à Andy Reid et à Patrick Mahomes de reprendre le momentum, c'est fini, quoi. C'est fini et j'espère qu'ils vont bien le prendre, qu'ils vont bien le savoir parce qu'ils s'étaient plantés justement contre les Browns, les Ravens, il y a quelques semaines et c'était à cause de ça. Parce que ouais, c'est t'as raison. c'est la seule manière de battre les Ravens, c'est qu'en fait, ils se tirent des balles dans le pied eux-mêmes
et surtout ne pas laisser la moindre occasion parce que sinon c'est fini quoi, c'est perdu. Non, t'as raison. Puis, tu sais, j'en ai mentionné un peu en raison du match contre les Bills. Tu le mentionnes aussi, mais je pense que la bataille de la robustesse dans ce match-là va être extrêmement importante. Quelle équipe peut s'imposer physiquement? Quelle équipe ça fait le plus mal à affronter? Je pense que rapidement, au premier quart, il y a une des deux équipes qui peut prendre cette bataille-là en main. Et ça paraît à la ligne de mêlée surtout. Hein, si à chaque fois ta ligne à l'attaque ou défensive gagne la verge à la ligne de mêlée, mais ça peut faire toute la différence. Ça nous montre qui va avoir de l'énergie, qui n'en aura pas rendu au quatrième quart. Et c'est là que ça va être évidemment important parce que, comme on l'a dit, ce sera un match serré au quatrième quart. Pour moi, il n'y a aucun doute. Et selon toi, quel va être le game plan des deux coachs? Est-ce que tu penses qu'ils vont vraiment mettre le point sur quelque chose en particulier ou qu'ils vont défendre sur un truc en particulier? Je le sais pas, honnêtement. Je suis quand même curieux de voir parce que là, on parle quand même d'équipe. Euh, je- Prenons l'attaque des Ravens, là, par exemple. Quand tu prends la défense des Chiefs, comment tu te prépares pour cette équipe-là? C'est que on a beau voir de plus en plus de corps arrière mobiles, des corps arrière qui peuvent courir, des corps arrière qui sautent de la pochette. Il y en a pas un qui le fait de la manière que Lamar Jackson le fait. C'est un joueur assez unique. Puis on a vu les Texans, pendant la première demi, ils ont réussi à limiter Lamar Jackson, mais en deuxième demi, quand visiblement c'est les Ravens qui ont le ballon plus souvent qu'autrement parce que leurs séquences sont un peu plus longues, ben ça paraît. On a vu une défense des Texans qui, à un certain point, on était extrêmement fatigués. Il faisait froid également à Baltimore là, durant le match. Je pense qu'on a été épuisés et étourdis par l'attaque des Ravens. Donc, c'est un peu plate à dire ce que je veux dire comme plan match pour les Chiefs, mais il faut rapidement sortir l'attaque des Ravens sur le terrain. On ne peut pas étirer les présences de la défense sur le terrain du côté des Chiefs parce que une équipe qui court beaucoup comme les Ravens, puis une équipe qui va te faire rater des plaqués ou des sacs, parce que ça va arriver à un certain point. Lamar Jackson va être dans les bras d'un joueur des Chiefs, puis il va se sauver comme une couleuvre, va réussir à sauver. Mais ça fatigue des joueurs. Tu réussis à faire le jeu, tu mets la main sur le corps derrière la ligne de mêlée, puis finalement, ben, l'équipe s'en sort quand même avec un gain à l'attaque. Donc, je pense que la gestion de l'énergie d'un côté comme de l'autre va être extrêmement importante. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit, c'est un match qui va sûrement se jouer tard au quatrième quart. On est rendu à beaucoup de football dans le quart, même si les Ravens ont eu une semaine de congé il y a 2 semaines. On est rendu à la fin de la saison, tout le monde a des bobos, tout le monde est fatigué. Quelle équipe va encore avoir de l'énergie rendue à 2 minutes à la fin du quatrième quart? Je pense que la gestion justement de cette énergie-là va être au cœur du plan match des deux équipes. Magnifique, magnifique. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour pour cette équipe-là. Du coup, maintenant, il va falloir se mouiller. On Oui, part sur qui? je, C'est dur, hein. C'est très, très dur, je je vais y aller trouve, hein. avec les guerriers de la route. Les Chiefs retournent au Super Bowl encore une fois. Ah, en général, si je raconte pas de bêtises, les Chiefs, c'est souvent une année sur 2 qu'ils font le Super Bowl. Allez, Exact. je vais partir sur les Ravens, mais franchement que d'un côté ou de l'autre, je suis pas serein. Ça va vraiment être très, très dur et ceux qui gagnent, il aura vraiment, vraiment pas volé sa place au Super Bowl. Non, non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Second et dernier match déjà. Mhm. Ce sera à 12:30 ou à 18:30 heure du Québec, enfin heure de la côte est des États-Unis et du Canada notamment. Les 49ers à domicile vont accueillir les Lions de Détroit qui sont enfin de retour en finale de conférence. Ça faisait extrêmement longtemps. Je crois d'ailleurs que c'est dans les années 80 si je ne me raconte pas de bêtises. Tu me Je suis confirmes pas ça? OK. Alors, déjà premièrement, est-ce que tu es motivé pour ce match? Comment tu le sens Ah, déjà? complètement. Je pense qu'on va avoir un autre excellent match. Je sais que Jared Goff, historiquement, là, depuis le début de sa carrière avec les Rams, il a énormément de difficultés contre les 49ers de Kyle Shanahan. Par contre, là, les circonstances sont extrêmement différentes. Les Lions sont plus les mêmes. Lui n'est plus le même. Puis surtout, le scénario est plus le même. On a la possibilité d'envoyer les Lions au Super Bowl pour la première fois de leur histoire. Là, pas juste de le gagner, de participer, de jouer au match, de ne pas le regarder de chez nous dans le salon. Ça va être un excellent match. Je suis extrêmement hypé pour ce match. D'accord. Un duel qui va vraiment nous intéresser là-dessus, c'est 2 quarterbacks qui sont pas forcément des vedettes à proprement parler. Bah, comme tu disais, tu as Goff d'un côté et tu as Brock Purdy de l'autre. Toi, honnêtement, alors déjà statistiquement parlant, les 2 sont quand même assez similaires cette saison. Toi, vers qui ton cœur pencherait plus? Personnellement, je suis un gros fan de Jared Goff. Je pense que cette année, il nous a prouvé
beaucoup de choses. La semaine dernière, il a lancé de très, très belles passes contre les Buccaneers de Tampa Bay. Et puis, j'aime beaucoup l'histoire, le storyline de Jared Goff, le fait qu'il a été échangé. On s'est littéralement débarrassé de lui là, du côté des Rams de Los Angeles il y a quelques années. On l'a lancé comme un salary dump là, qu'on appelle. On a voulu se débarrasser de son salaire. On l'a envoyé à Détroit. On a envoyé des choix supplémentaires pour justement que Détroit accepte de prendre son contrat. Puis les Lions, en ce moment, sont morts de rire parce que, de un, ils ont battu les Rams et Matthew Stafford au début des éliminatoires, mais là, maintenant, ils ont l'occasion de peut-être s'en aller à leur premier Super Bowl. Tandis que du côté de Brock Purdy, voici ce qui m'inquiète. On est incertain de la présence de Deebo Samuel dans le match. Rappelle-toi, il s'est blessé lors de la dernière rencontre. Puis, je te ramène en arrière cette saison. La fameuse séquence de 3 défaites des 49ers, qui, quand elle a commencé, je te rappelle, on disait hors de tout doute, les 49ers sont la meilleure équipe de la Ligue. Il y a des gens même qui parlaient de saison parfaite pour San Francisco, possiblement. Et puis là, il y a eu 2 blessés importants. Le bloqueur à gauche, Trent Williams, et l'autre, c'était justement Deebo Samuel qui était absent pendant ces matchs-là. Et ça a paru. L'attaque n'avait pas l'air la même. Brock Purdy avait vraiment pas l'air le même. Donc, qui joue pas, ça va faire la différence, selon moi, chez les 49ers. Puis aussi, s'il joue, c'est dans quel état est-ce qu'il va être? Est-ce qu'il va être, il sera clairement pas à 100%, mais est-ce qu'il va être capable de contribuer de façon importante pour l'attaque des 49ers? La semaine dernière, on l'a vu, là, cette équipe-là n'est pas imbattable. Les Packers de Green Bay étaient la 7e équipe à entrer en éliminatoire du côté de la NFC. Ils ont quand même passé à 1 minute de les battre. J'ai même envie de dire un botté facile raté d'aller en prolongation. Puis à la fin, ils ont une occasion d'aller gagner le match. Puis bon, il y a eu une interception de Jordan Love, on sait ce qui est arrivé, mais quand même, ça veut dire que les 49ers sont passés à 1 minute de perdre contre les classés 7e Packers de Green Bay. Donc, ouais, ce sera pas facile. Là. Je sais que beaucoup de gens pensent que ça va être un match facile pour les Niners. Je suis pas certain de ça. Là. Moi, les Lions, je pense qu'ils vont leur donner du fil à retordre. Puis au niveau du duel de corps arrière, présentement, j'ai envie de donner l'avantage à Jared Goff. D'ailleurs, je suis en train de regarder une petite statistique. Alors, les Niners à domicile, c'est 5 victoires, 3 défaites. Les Lions à l'extérieur, c'est 6 victoires, 3 défaites. Justement, je pensais que le fait que Détroit ne joue pas à domicile pourrait être un argument qui aille en la faveur. Et ben, en fait, mine de rien, non, même pas. Même pas, ça met vraiment pas quelque chose vraiment qui va beaucoup, beaucoup modifier la donne. Et justement, en termes de alors, Jared Goff, cette année, il en est à 4 575 yards. Je crois que Brock Purdy, 4 100 yards. Un à 30 TD, l'autre à 31 TD. Donc c'est assez proche des 2 côtés. Alors, pour toi, du coup, qui part avec le plus gros avantage, selon toi, déjà, dans C'est ce match? sûr que certain que les 49ers vont avoir un certain avantage. Moi, ce que j'ai aimé du côté de Détroit la semaine dernière contre Tampa Bay, c'est qu'on voyait la différence. Bon, oui, le match a été serré, le match s'est joué jusqu'à la toute fin. Mais il y avait une différence marquée quand l'attaque des Buccaneers était sur le terrain et l'attaque des Lions était sur le terrain, selon moi. C'était le temps pour décocher le ballon. Baker Mayfield, on l'a vu, dès qu'il recevait le ballon, il fallait qu'il s'en débarrasse immédiatement parce que le front défensif des Lions était prêt. Je pense qu'ils sont allés chercher 5 sacs du corps dans le match. Et de l'autre côté, quand Jared Goff reculait dans sa pochette, il avait beaucoup de temps. Puis c'est pas parce qu'il n'y a pas des athlètes talentueux du côté de Tampa Bay, parce que sa ligne à l'attaque a vraiment fait du bon travail. Donc, moi, ce que je me questionne au niveau du plan de match chez les 49ers, c'est à quel point est-ce qu'on va vouloir attaquer rapidement Jared Goff. Est-ce que rapidement, on va vouloir blitzer Jared Goff, amener de la pression supplémentaire? Parce qu'on le sait, Goff, quand il est pressé, c'est pas le carré le plus habile pour se sauver là, des ennuis. Je pense notamment au match des Lions, rappelle-toi, à Baltimore plus tôt cette saison, où ils sont pris une raclée contre les Ravens complètement. Ça a été le premier moment où on a peut-être douté des Lions cette saison en se disant oh, est-ce qu'ils peuvent battre les bonnes équipes? Là, les Ravens viennent de les traverser complètement. Dans ce match-là, les Ravens avaient mis énormément de pression sur Goff, puis on le voyait, Goff pouvait juste pas se sauver de la pression de la manière qu'un Lamar Jackson pouvait le faire. Je ne suis pas en train de dire que Brock Purdy est le plus mobile des carrières, mais quand même, je lui donne l'avantage à ce niveau-là face à face à Jared Goff. Si rapidement les 49ers installent le blitz au premier quart, qu'on réussit à rejoindre Goff, puis que par la suite, la pression à 4 est capable de faire le travail, ce qui ne serait pas surprenant étant donné la ligne défensive des 49ers.
Si on réussit à faire ça, je pense que c'est la meilleure chance des Niners disons, mettre fin au feu de l'attaque des Lions. Puis si l'attaque des Lions ne performe pas, j'ai beaucoup de difficultés à croire que c'est leur défense qui vont les amener jusqu'au Super Bowl. Justement, en parlant de défense, comme tu dis, moi, j'ai de la misère à voir la défense, des Lions réussir à maintenir l'armada offensif avec ou sans Thibaut Samuel. D'ailleurs que tu disais que pendant la saison, les Niners en sont à 0 victoire, 2 défaites sans sa présence, sur le terrain. Donc effectivement, il a un impact. Mais même là, tu vois, j'ai du mal à imaginer que les Niners n'arrivent pas, avec tout l'armada qu'ils ont, à ne pas passer face à une défense des Lions, certes qui s'est améliorée par rapport à l'année dernière, Mhm. mais qui est encore un peu trop fébrile. Ça, on Pour moi, s'entend. je pense que c'est ça vraiment la clé du match. C'est vraiment le truc important. Concernant la semaine dernière, alors bon, j'ai que vu des bribes de match, j'ai pas vu le match en intégralité. Mhm. Je pense aussi qu'il y a peut-être le faux départ qui est lié avec justement la semaine de repos. Je pense aussi, quoi. Il y a peut-être aussi ce truc-là. Ils se sont peut-être vus un peu trop beaux, éventuellement. A peut-être fait que, je ne sais pas. Ouais, Vas-y, vas-y. ben, ouais, j'allais juste ajouter, non seulement on a eu la semaine de congé, mais rappelle-toi, la semaine d'avant, on avait reposé des partants aussi là, chez les 49ers parce qu'on savait qu'on allait avoir le premier rang dans la NFC. Donc oui, un peu de rouille en début de match contre les Packers. Tu as raison de le souligner. Je suis quand même pas 100% convaincu de leur performance contre Green Bay. Ouais, après, tu vois, je me dis: «Est-ce que les Lions seraient passés face à Green Bay?» Parce que autant Tampa, tu vois, ils ont réussi à livrer un match, un demi-match, correct. Après, je trouve qu'ils se sont un peu écroulés tout seuls. J'ai pas non plus compris la conversion en 2 points, faite par, le coach des Ouais, Bucks. Ça a été une joke. Clairement, ça a été une joke, ce truc-là. ben en fait, regarde, on s'est dit on va le faire 2 fois. Si on en fait, si on réussit, parce qu'on avait besoin de 2 touchés avec des convertis d'1 point pour égaler. Donc, on avait besoin de 14 points du côté des Lions. Donc, on s'est dit, au premier touché qu'on marque, pas des Lions, mais du côté des Bucks, Mais excuse, contre les Lions. On s'est dit, on a besoin de 14 points. Sur le premier touché qu'on va marquer, on va y aller pour 2. Comme ça, si on le réussit, ben, tant mieux. La deuxième fois, on a juste à y aller pour 1 pour la victoire. Et si on rate, ben, on a quand même une chance de créer l'égalité en y allant pour 2 la deuxième fois. Je suis d'accord avec toi, c'était téméraire. Mais personnellement, je déteste pas cette solution-là parce que je sais que beaucoup de gens seraient allés pour 1 au premier touché, puis auraient dit, ben, au deuxième touché, vas-y pour 2, mais ce sera victoire ou défaite. Tandis que là, ben, on avait l'opportunité de se dire, ben, on y va 2 fois pour 2. Si on l'a une des 2 fois, ben, on va égaler. Si on l'a juste une fois, si on l'a 2 fois, pardon, on va gagner. C'est-à-dire, si on réussissait le premier, on était vraiment avantagé. Donc, puis on avait une deuxième chance de se reprendre avec un 2 points si on le ratait. Bon, finalement, il n'y a pas eu de deuxième touché. Hein, donc, toute cette histoire-là n'est mmh. pas vraiment importante. Mais non, moi aussi, au début, quand c'est arrivé en direct, je trouvais ça audacieux. Puis on dirait que quand j'y ai réfléchi après, je me dis, ah, c'était pas si fou que ça. Mais au final, ça n'a pas fonctionné. Donc, peu importe. Ouais, non, mais tu vois, autant il y a certaines équipes, je crierais pas au scandale, mais les Ouais, Bucks, non, je de comprends. mémoire, c'est pas non plus l'équipe qui tente souvent ce genre de truc, quoi. T'as raison. Autant, tu vois, les Chargers, il y a quelques années, qui faisaient des 4e et 2, 4e et 3, qui faisaient des trucs Les complètement Lions, dingues. cette année. Les Lions cette année, par exemple, mais là, je comprends pas de tenter cette chose-là, quoi. Ça, franchement, bon, après, j'ai un problème aussi avec leur coach. J'ai un problème clairement avec leur coach, Ah, pour moi, ça, on est deux, là. ouais, comme on avait dit, toute la NFC sud, pour nous, c'était dehors. Bon, il y en a déjà 2, je crois, Table rase. qui ont viré, quoi, bon, mais voilà. Hem, donc du coup, toi, au niveau de ton pronostic, est-ce que tu vas être plutôt, entre guillemets, «facilité» et choisir les Niners, ou est-ce que tu vas jouer, entre guillemets, «l'upset alert» et les Lions? Il est pas évident non plus, hein, franchement. J'ai vraiment envie de voir les Lions participer au match. Mais de façon cérébrale, je suis incapable de leur donner la victoire dans ce match-là. Je vais y aller avec les Niners, mais je vais encourager les Lions dans mon salon. Mmh. J'aime bien les 2 équipes. C'est 2 équipes que j'apprécie beaucoup. Après, c'est vrai que les Niners, je les avais annoncés au Super Bowl, je l'ai dit et redit, je veux pas perdre la face complètement.
Après les Lions, j'ai une petite affection pour eux parce que voilà, ils ont tellement ramassé de merde et tout que ça me ferait plaisir aussi de les voir au Super Bowl, mais j'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose. Ça va pêcher au niveau de la défense. Je pense que c'est ça. C'est la belle histoire, mais ça va être passé de peu à côté. Donc je vais jouer les Niners et aussi pour l'année dernière quand ils se sont fait sortir, tristement en finale de conf justement par les Eagles. Donc voilà. Allez, je vais dire Go Rédemption. Niners alors. Rédemption. Rédemption, voilà. Et ben voilà, c'est la fin de cette preview. Finalement, on a quand même réussi à tenir un petit peu. On est bien rentré dans le détail des 2 matchs, je pense. Tiens, allez, on va ouvrir nos cœurs, on va dire. On va ouvrir nos cœurs en grand. Toi, ça tiendrait qu'à toi. Qui aimerais-tu parmi ces 4 équipes voir au Super Bowl? Sans compter les aspects, meilleure défense, meilleure attaque et tout, pour toi, vraiment. Quel Ah, est c'est les Lions. Et les Lions, ils sont jamais allés, et ils ont jamais eu la chance, de, ne serait-ce que regarder les partisans, là, de regarder leur équipe jouer le match du Super Bowl. Il se passe quelque chose à Détroit présentement. Là. Il y a une fébrilité autour de cette équipe-là. Ça a tout d'une histoire de underdog, là, cette histoire des Lions, sans mauvais jeu de mots avec les Lions. Là. Ouais, visiblement, ce serait Détroit, mon choix. Je pense qu'il y a un feel-good story derrière cette équipe-là qui est trop intéressant à suivre. d'accord et de l'autre côté, tu voudrais quoi? Alors plutôt les Chiefs pour, la continuité ou plutôt les Ravens pour, entre guillemets «de la nouveauté» quoi? Ouais, je suis fan des deux aspects. Il y a une partie de moi qui se dit, je veux pas que Lamar Jackson, pas nécessairement gagne, mais n'ait même pas eu la chance de participer à un Super Bowl. On le sait dans l'AFC, là, il y a beaucoup de bonnes équipes. C'est pas à tous les ans qu'on va avoir l'opportunité d'y participer chez les Ravens. Cette année, ils ont l'occasion de le faire. Autant est-ce que j'aime les histoires à la Patrick Mahomes où on peut piler rapidement beaucoup de trophées Lombardi. Je peux pas imaginer Lamar Jackson jamais avoir sa chance d'en toucher un. Donc, je veux dire, j'aimerais bien voir les Ravens participer. Mmh. Parce que tu penses justement que les Ravens, ils vont tu penses que s'ils ratent le coche cette année, c'est fini ou est-ce que ils ont je pense qu'ils ont quand même Non, encore non, pas 1 ou 2 bonnes nécessairement, mais années? c'est simplement de voir, tu sais, par exemple, prends les Bengals quand ils sont allés il y a quelques années. Puis ils vont avoir encore l'occasion d'y aller là, au cours des prochaines années. Mais des fois, la fenêtre d'opportunité, elle est tout petite. Hein. Tu Mmh. penses à un gars comme Dan Marino qui est allé au Super Bowl à la deuxième année de sa carrière. Il l'a perdu contre les 49ers. Puis on se disait, bon, ben, maintenant, on peut juste aller vers le haut chez les Dolphins. Mais ils ne sont jamais retournés au Super Bowl. Dan Marino n'est jamais retourné au Super Bowl. Donc, des fois, c'est une opportunité qui passe dans une carrière. Aaron Rodgers est allé une seule fois. Il a saisi la balle au bon. Il a gagné le Super Bowl. Brett Favre également, si je ne me trompe pas, est allé une seule fois. Non, La non, balle au Brett bon. Favre non, Pardon? C'était au moins 2 ou Oh, 3 t'as fois, raison. quoi. Brett Favre est allé deux fois, t'as raison. Euh, mais bref, tu saisis quand même ce que je veux dire, ces opportunités-là ne passent pas souvent dans une carrière. Puis pour Lamar Jackson, autant est-ce que oui, les Ravens vont revenir l'an prochain, puis ils vont être encore une excellente équipe dans l'AFC. Ils vont l'être au cours des prochaines années. Puis Lamar Jackson est encore un jeune carrière qui a de l'avenir devant lui. Ben, on ne le sait pas. Rapidement, la fenêtre d'opportunité, elle peut se fermer. L'an prochain, est-ce qu'on se fait éliminer au deuxième tour chez les Ravens? Est-ce qu'on se fait éliminer même au premier tour? On est dans une grosse division. Est-ce qu'on pourrait rater les éliminatoires? Je sais que ce serait surprenant, mais quand même, on est à une blessure justement d'échapper ce genre de truc. Puis avec Lamar Jackson, rappelle-toi, combien de saisons est-ce qu'il s'est rendu à ce point-ci de la saison sans se blesser, sans être magané ou sans que ça paraisse sur le terrain, du moins? Pas souvent, je peux te le dire. Donc, écoute, c'est peut-être l'année ou jamais pour Baltimore. On ne sait jamais quand ces opportunités-là vont se représenter, donc il faut prendre la balle au bon. Mmh, exactement, exactement. OK, OK, ben, je pense qu'on a fait le tour donc, on vous souhaite de bons matchs. On se retrouve, alors pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. Je pense que ça sera à nouveau le mercredi que ça devrait sortir. On verra comment on peut s'arranger avec nos calendriers. Cette fois-ci, ça sera pour la battle preview du Super Bowl. Voilà, histoire de mettre un peu de piment, que ça soit un peu différent. Vous verrez donc si vous avez un peu suivi la saison dernière, les les ce week-end en NFL, vous verrez, ça sera plus round the box, on va dire, pour pour voir qui va gagner et puis on va essayer de défendre chacun notre franchise. Donc voilà, on vous souhaite en attendant de bons matchs. On vous dit donc à dans 2 semaines. Sur ce, ciao la team! Salut tout le monde!